Bonjour, vidéo numéro 32 sur la photo au flash. Alors, c'est à dessein que j'ai mis cette vidéo plutôt tardivement dans le cursus, parce que la photo au flash est à la fois la photo la plus simple et la plus compliquée que l'on puisse imaginer. Ça va être une photo relativement simple quand le flash va être utilisé comme seule source de lumière, et ça va devenir une photo très compliquée, très délicate à régler quand quand le flash va être en lumière d'apport. Voilà. Et ne va pas être la source unique de lumière du système. Alors pour comprendre ça, on va commencer déjà par la technique, pas de raison. Et donc je vous ai dessiné le schéma de base d'un flash. Donc on va commencer par ce côté-là avec une pile électrique qui va aller dans un transformateur. Alors on est d'accord, pour les spécialistes, un courant continu n'attaque pas un transformateur, donc il y a un système qui transforme le courant continu en courant alternatif pour aller dans un transformateur, de façon à élever la tension sur un secondaire ici en noir, qui va aller charger un condensateur. Voilà. Donc là on va monter jusqu'à 400 volts à peu près, et on va charger un condensateur de 400 volts. Il y a un deuxième circuit qui est le circuit rouge, qui est le circuit d'ionisation, où là on va monter à 1000-1500 volts ou quelque chose comme ça, et qui va aller alimenter le fil rouge, et le fil rouge il est entortillé autour du tube éclair. À droite, nous avons ce qu'on appelle le tube éclair, donc c'est un tube en verre ou en quartz qui a deux électrodes et qui est à l'intérieur duquel il y a un gaz, généralement du xénon ou des choses comme ça. Et c'est la décharge du condensateur dans ce tube de gaz qui va ioniser le gaz, et le gaz va réémettre de la lumière suivant un spectre connu. Un spectre connu qui va dépendre du mélange de gaz que l'on va mettre dedans. Cela ne peut se faire que quand il y a la haute tension dans le fil rouge, qui permet de ioniser le gaz plus facilement avec des tensions relativement faibles. Alors le fil rouge sur les flashs de studio est un fil en inox qui se voit. Sur les flashs intégrés ou sur les flashs petits, c'est juste un dépôt de peinture conductrice à l'arrière du tube que l'on ne voit pas, de façon à faire l'électrode, mais grosso modo il y a toujours ça. Et si on va sur les flashs vraiment tout petits, comme les flashs de Quick Snap, des fois il n'y a pas ce circuit là, parce que les électrodes sont suffisamment proches pour que 400 volts ça arque dans le tube. La puissance de l'éclair est fonction du volume du tube, de la quantité de gaz qui est mis dedans, et bien sûr de la quantité d'électricité que l'on peut stocker dans les condensateurs. Voilà. Donc, et le principe, c'est qu'on va accumuler à partir d'électricité basse tension pendant longtemps dans un condensateur en ayant pris soin de transformer ça en haute tension. Et puis, on va décharger le condensateur dans un tube éclat pendant un temps très court. Alors, pendant un temps très court, oui et non. C'est-à-dire que notamment les flashs, comme la puissance du flash est fonction du volume du tube et de la taille du condensateur, on va retrouver, quelle que soit la puissance du flash, à peu près les mêmes caractéristiques. Et notamment la durée de l'éclair à pleine puissance est grosso modo, pour à peu près tous les flashs, autour de 1/300e de seconde. Et c'est pas pour rien que, grosso modo, et jusqu'à un passé relativement récent,
tous les appareils photo à obturateur focal n'ont jamais tellement cherché à aller au-delà du 1/250e de seconde pour la vitesse de synchronisation. Alors que les appareils photo à obturateur central ont un obturateur particulier qui est entre les lentilles au niveau du diaphragme, donc c'est un obturateur en pupille, et donc il doit être ouvert intégralement quelle que soit sa vitesse. Et donc ces obturateurs ont le bonus d'offrir la synchro flash électronique, la synchro X pour flash électronique, à toutes les vitesses. Et mais ça ne veut pas dire que tous les flashs sont employables à leur vitesse maximum. Alors, du temps de la mécanique, où les obturateurs centraux étaient à base de mouvements d'horloge et de choses comme ça, c'était marqué 1/500e sur le barillet de l'obturateur, mais dans la vraie vie, si le ressort n'était pas neuf, si l'obturateur n'était pas bien entretenu, vous pouviez compter sur un 300e de seconde, un 400e de seconde, et donc jamais personne n'a réellement vu le phénomène qui est que l'obturateur coupe l'éclair avant qu'il ait fini d'être émis. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on a des appareils, alors essentiellement des appareils photo professionnels, qui offrent des vitesses d'obturation à l'obturateur central qui va monter au millième de seconde, au 2 millièmes de seconde. Et là, il faut faire attention. Bon, je ne pense pas que ça va toucher grand monde dans le public, mais toujours le même principe. Hein, le but, c'est de vous expliquer tout et complètement, et donc, je vous le dis. Donc, la puissance du flash est fonction de la taille des condensateurs et du volume du gaz dans le tube, ainsi que de sa longueur. Alors, et donc du coup, on va avoir un éclair court avec un tube de faible longueur, et on va avoir des éclairs plus longs avec des tubes de grande longueur. Voilà. Bien sûr, quand on va faire moduler la puissance du flash en envoyant plus ou moins de quantité d'électricité dans le tube, on va avoir des vitesses d'éclair plus courtes. Parce que la seule façon de faire varier la puissance lumineuse du flash est de faire varier la durée de l'éclair. Parce que le gaz n'émet de la lumière qu'à partir d'une certaine quantité de flux d'électrons qu'il traverse. Donc si vous en mettez pas assez, ça ne traverse pas. Et si vous en mettez trop, vous ne pouvez pas ioniser plus que tout le gaz. Par contre, les phénomènes de ionisation-recombinaison étant relativement rapides, on peut envoyer une certaine quantité d'électricité pendant longtemps et avoir ainsi un éclair, beaucoup de lumière, et donc un éclair long, ou envoyer, et donc du coup on peut envoyer pendant très très peu de temps la quantité d'électricité suffisante pour qu'il y ait quand même émission de lumière. Et donc du coup on se retrouve avec des flashs qui vont avoir des gammes de vitesse entre 1/300e de seconde pour la vitesse la plus lente, jusqu'à 1/50 millième de seconde pour la vitesse la plus rapide. Voilà. Si on prend un cas particulier d'un flash qu'on appelle le laser excimer. Le laser excimer est un laser, donc c'est un appareil de laboratoire ou un appareil industriel qui émet de la lumière très très puissante. Et le laser excimer, en fait, c'est jamais qu'un gros flash dans lequel on va choisir la nature du gaz que l'on veut, et donc ça va être des gaz de type argon avec du potassium ou des choses comme ça, ou gazéifié, des choses comme ça, de façon à obtenir
une longueur d'onde particulière. C'est-à-dire qu'on n'a pas une lumière blanche, on a vraiment une raie de longueur d'onde bien choisie. Et là, par exemple, donc ces lasers-là fonctionnent par impulsion, et donc ce sont des éclairs, et de façon à obtenir un taux d'éclair suffisamment important, de façon à ce que le laser puisse servir à quelque chose, comme par exemple découper des tôles, imprimer des circuits, faire des circuits imprimés ou des choses comme ça, eh bien, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est, hormis mettre une électronique vachement balèze en puissance, hein, parce qu'en technologie, en fait, on ressort les tubes en verre et les conneries comme ça. C'est assez intéressant de se dire que entre guillemets, le summum du laser, qui est le laser excimer, fonctionne avec des lampes, avec de l'électronique à lampe. Oui, parce que quand vous faites de l'électronique de puissance, il y a un moment donné où le silicone, ou le silicium, il dit merci, c'est bon, je passe la main, quoi. Et donc, si vous voulez des composants électroniques qui passent des ampères ou des milliers d'ampères, et ben, il y a un moment donné, il n'y a plus que les tubes en verre qui passent ça. C'est assez intéressant. C'est pour ça que j'en parle. Et donc, ce laser, eh ben, comme le gaz va être ionisé et qu'il va revenir à son état, et puis qu'on veut renvoyer un éclair tout de suite, eh bien, il y a un système de pompe qui fait circuler le laser pour qu'entre les électrodes, on ait entre guillemets du gaz reposé, du gaz neuf, c'est un circuit fermé bien sûr, mais du gaz reposé pour prendre le deuxième éclair après. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez des lasers excimer qui vous font des éclairs de 120 joules. Alors en photo, 120 joules, c'est pas beaucoup. Oui, mais ils font ça avec des fréquences en kilohertz, plusieurs milliers de fois par seconde. Donc l'électronique derrière, voilà, et les piles, c'est pas des piles, c'est carrément branché sur le secteur, et puis c'est voilà, c'est pas le cordon de lampe de chevet qui alimente ça. Donc voilà, entre guillemets, le summum du laser, du flash qui peut exister. Bon, on continue. Si j'insiste sur le schéma et ainsi de suite, c'est qu'on peut être tenté d'utiliser les vieux flashs, parce que finalement, on va le voir, si j'ai assez de batterie, on va le voir que le réglage du flash est relativement simple, et on pourrait être intéressé par utiliser des vieux flashs, voire des flashs bas de gamme. Et il faut faire attention à ces flashs-là, parce que même des flashs pas très vieux, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, peuvent avoir ce qu'on appelle un circuit de synchronisation en haute tension. C'est-à-dire que pour envoyer l'électricité dans le tube éclair, en fait, on ferme le circuit, et donc dans ce cas-là, le condensateur se décharge dans le tube éclair parce que le tube est ionisé, et donc le gaz est passant, il laisse passer le courant, et pouf, ça fait l'éclair. Et donc vous avez là l'obturateur, et l'obturateur, c'est l'obturateur lui-même, dans les appareils anciens, c'est l'obturateur lui-même qui ferme le circuit et qui ferme via le câble de synchronisation ou via le contact dans la prise flash. Et dans les vieux flash, eh bien, en fait, la synchronisation est branchée sur le circuit secondaire du tube éclair, et vous avez 200 volts, 400 volts qui se baladent dans le circuit de synchronisation et qui passent dans votre obturateur, et ainsi de suite. Alors, avec les boîtiers anciens qui étaient prévus pour, c'était pas réellement gênant. On pouvait avoir les contacts de synchroflash qui charbonnaient dans les appareils, et choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, il faut voir. Moi, j'avais démonté des vieux appareils qui utilisaient des flashs avec des hautes tensions. Vous avez du charbon, d'étincelles, de combustion partout dans l'appareil. Enfin, c'est une horreur, quoi. Les boîtiers modernes n'ont pas ce système-là. Ils ont éventuellement un système dans la carte électronique qui dit l'obturateur est en bonne position pour envoyer l'éclair, envoie l'éclair coco.
Et ça supporte encore moins bien les circuits à haute tension. Donc, si vous avez l'idée de réemployer le vieux flash de grand-père pour faire des tests, avec votre boîtier digital moderne, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que c'est un coup à griller. Au mieux, vous grillez le circuit synchro flash de votre appareil photo. Au pire, c'est tout le boîtier qui grille. Donc, quand on voit le prix des flashs, alors bien sûr, on va vous dire le prix des flashs modernes, le dernier flash Canon 580 XP turbo diesel à double cam en tête, oui, celui-là il est cher, oui, enfin bon, on peut peut-être chercher des gens qui les revendent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'en servent pas, ça il y en a beaucoup, et puis voilà. Mais il faut savoir quelle génération on achète et bien vérifier qu'il est compatible. Alors j'ai appris une chose il n'y a pas longtemps, si vous achetez le dernier boîtier Canon pas cher d'entrée de gamme, il n'est compatible qu'avec les flashs Canon de la marque. Donc vous allez acheter un boîtier à 250 €, et puis quand vous allez vouloir mettre un flash dessus, eh ben, vous allez être obligé d'acheter un flash Canon moderne qui gère ce boîtier-là, donc pas un ancien, qui va vous coûter 350 €. Merci Canon. Ça, Nikon ne le fait pas. Ça, c'est pour ceux qui achètent des Canon, voilà, et qui m'énervent. Si vous n'êtes pas content, défoulez-vous dans les commentaires. Voilà. Donc, les flashs, il faut essayer de trouver la documentation d'époque, des choses comme ça. Au pire, si vous avez un multimètre, vous pouvez mesurer la tension qu'il y a entre les pôles de synchro flash, et vous allez voir tout de suite s'il y a plutôt 3 volts, plutôt 7 volts, plutôt 30 volts, plutôt 300 volts. Voilà. Donc vous commencez par une mesure en tension alternative pour voir ce que ça donne, et puis si après vous passez en continu et pour voir ce que ça donne. Et il faut faire les deux mesures parce qu'il peut y avoir une composante alternative et une composante continue. Voilà, il faut vérifier les deux. Si vous êtes en dessous de 24 volts, c'est bon, c'est utilisable. Si vous êtes en dessous de 10 volts, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en dessous de 5 volts, c'est parfait. Le flash va offrir, suivant sa génération, va offrir plusieurs modes de fonctionnement. Alors, comme pour les modes d'exposition, on va retrouver le mode manuel, on va retrouver un mode automatique, qui là s'appelle A pour automatique, c'est peut-être le seul A qui veut lire automatique dans la photo. On va trouver un mode TTL, qui veut dire, qui est en anglais, qui veut dire through the lens, à travers l'objectif, hein, c'est une mesure à travers l'objectif. Et on va trouver maintenant des modes FP pour focale pleine, qui est une synchro haute vitesse. Voilà. La synchro flash est la vitesse de synchro flash est la vitesse la plus rapide à laquelle l'obturateur est complètement ouvert et donc permet l'emploi des flashs électroniques de façon à exposer complètement l'image et le capteur. C'est pas la vitesse obligatoire à utiliser pour utiliser le flash. On a le droit d'utiliser une vitesse plus lente. Mais si vous utilisez une vitesse plus rapide, eh bien, le flash va être déclenché quand le premier obturateur, le premier rideau sera arrivé en bout de course. Et si vous avez une vitesse plus rapide que la synchro flash, le deuxième rideau sera déjà parti pour cacher le capteur. Et donc, du coup, vous aurez une demi-photo, par exemple, ou un tiers de photo, ou un quart de photo, ou un cinquième de photo. Voilà. Parce que le deuxième obturateur, le deuxième rideau de l'obturateur sera déjà parti, que le premier ne sera pas arrivé en bout de course. Voilà. Donc, la vitesse de synchro X, on a le droit d'aller plus lent, mais on n'a pas le droit d'aller plus rapide. Alors, donc je tourne la page et je relis en même temps. Donc la vitesse de synchro flash doit être plus lente que la durée de l'éclair. Ça c'est le premier, ça c'est une évidence.
Il faut que la vitesse utilisée soit plus lente que l'éclair, parce que sinon vous perdez de la lumière. Et donc, plus le sujet est loin, plus le diaph est fermé, plus l'éclair est long. C'est aussi simple que ça, parce qu'il faut envoyer beaucoup de lumière pour éclairer un sujet qui est loin, puisque c'est de la lumière, c'est inversement proportionnel au carré de la distance, et plus le diaph est fermé, plus il faut envoyer de lumière. La variation de puissance du flash se fait par variation de la durée de l'éclair. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. On va commencer à rentrer dans le problème de l'exposition au flash. Alors, il faut bien comprendre que quand on fait une photo au flash, on va avoir de la photo en lumière continue et de la photo en lumière au flash qui vont se superposer. On va avoir deux phénomènes, pas tout à fait indépendants, qui vont se superposer, c'est-à-dire l'exposition par la lumière du flash et l'exposition par la lumière continue. Si vous faites de la photo dans les grottes et que vous avez complètement éteint les lumières, quand vous allez faire votre photo au flash, il n'y aura pas de lumière continue, il n'y aura que la lumière du flash. Mais c'est quasiment le seul cas où il n'y aura pas de lumière continue. Et donc, l'exposition en lumière continue se règle par le diaphragme et la vitesse d'obturation en fonction des ISO et de la quantité de lumière continue et du gris neutre. Toujours 5 paramètres. ISO, vitesse, diaphragme, lumière, gris neutre. Bon, triangle d'exposition est une connerie. La lumière au flash, ça va être pareil. Ça va être en fonction du diaphragme, ça va être en fonction de la quantité de lumière fournie par le flash, donc la puissance du flash, ça va être en fonction des ISO, ça va être en fonction des gris neutres, mais ça ne va pas être en fonction de la vitesse d'obturation, qui de toute façon doit être suffisamment longue pour laisser passer l'éclair, parce que la vitesse d'obturation, elle va être faite par le temps d'émission du flash. D'accord ? Et donc du coup, on s'aperçoit qu'il est possible de mixer les deux sources de lumière. Par exemple, parce que d'un côté, on va avoir la vitesse d'obturation qui va jouer sur la lumière continue, puisque le diaphragme va être le même pour la lumière continue et la lumière flash. Les ISO vont être le même pour la lumière continue et la lumière flash. Le gris neutre va être le même pour la lumière continue et la lumière flash. Qu'est-ce qui va changer? La lumière du flash et le temps, la durée de l'éclair du flash, et la lumière continue et la vitesse d'obturation de l'autre côté. Donc on voit tout de suite que en jouant sur la vitesse d'obturation du boîtier, plus longue que la synchro flash, et en jouant sur la puissance du flash, de façon à faire varier la puissance du flash et donc la durée d'exposition au flash, on est capable de mixer la quantité de lumière continue et la quantité de lumière flash ensemble. Donc, soit on va décider de garder une proportion de lumière continue et d'utiliser un peu de lumière flash pour ce dont on a besoin, ou au contraire, ne garder que la lumière flash et supprimer complètement la lumière continue. Donc, ça offre des possibilités créatrices intéressantes, artistiques même, n'ayons pas peur des mots. Mais, là encore, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. C'est pas moi, c'est pas l'appareil, c'est pas l'ingénieur japonais. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et forcément, c'est bon de savoir ce que l'on veut faire, c'est quand même mieux de savoir comment le faire. Donc, le flash, on fait ses gammes, on l'emmène sur son terrain de jeu, et puis on fait des tests, on fait des essais, avant de le sortir pour faire des photos le soir de Noël. Voilà. Donc, il faut que vous maîtrisiez votre matériel, il faut que vous fassiez l'effort pour acquérir
les technicités nécessaires à bien maîtriser votre matériel. Alors, il faut faire attention à une chose, il est possible que la vitesse la plus lente utilisable au flash soit limitée dans les menus du boîtier. Et donc dans ce cas-là, il faut aller chercher dans les menus, voir si vous n'avez pas un truc du genre flash pas plus lent qu'un trentième de seconde par exemple. Et cette possibilité, je vous engage à la faire sauter, à la désactiver. Et donc, il va être possible de mixer les deux sources de lumière en jouant et sur la puissance du flash pour le temps d'émission du flash et sur le temps d'exposition, de façon à intégrer plus ou moins de quantité de lumière continue. Quantité de lumière continue. Le flash est une source lumineuse, donc le flash a une température de couleur. La lumière continue a une température de couleur, et c'est là que les problèmes commencent, et c'est là où se rend l'utilisation de la lumière flash en même temps que la lumière continue problématique, parce que nous avons des problèmes de lumière, de température de couleur différentes. Alors, ceci peut être corrigé au niveau du flash ceci peut être corrigé au niveau du flash en utilisant des filtres de gélatine de façon à ajuster la lumière, la température de lumière du flash à la température de la lumière continue. Hein. C'est pas évident. D'abord, ça nécessite d'être préparé. Et donc il faut acheter les gélatines nécessaires à la correction de la luminosité, à la correction de la température de couleur, mais surtout c'est que ça n'est pas, quand je dis ça n'est pas évident, c'est tout simplement que ça n'est pas les gélatines que l'on vous vend pour fixer sur votre flash comme accessoire créatif pour envoyer un flash rouge, vert, bleu, jaune, choses comme ça. Ce sont des filtres beaucoup moins forts, beaucoup moins denses, et c'est ce que l'on appelle des filtres de correction de lumière, et c'est très difficile à acheter, parce que c'est pas en vente, c'est pas que c'est pas en vente libre, c'est qu'il y a personne qui tient ça en stock, et choses comme ça, et là, sur l'instant, je ne saurais même pas où vous envoyer pour aller en acheter. Ce sont donc des filtres qui sont en plus relativement chers, parce que ceux qu'on va trouver facilement, ce sont les filtres Vratten avec un W, W-R-A-T-T-E-N, Vratten, c'est vendu par Kodak, donc c'est les filtres de correction de lumière, et ça coûte très très cher, ça coûte entre 50 et 80 € le filtre. Alors c'est la première vidéo sur la photo au flash, parce que je m'aperçois, donc c'est la 32A, parce que je m'aperçois que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de mon argumentaire, et ainsi de suite. Donc il y aura une deuxième vidéo sur la photo au flash, où je vous expliquerai tous les modes, et ainsi de suite, et comment calculer ça. Mais voilà, à peu près les premières bases, donc là je suis obligé de m'arrêter au milieu, les premières bases de la photo au flash. À savoir, bon, on a vu comment ça fonctionne grâce au schéma, on a compris comment ça émettait de la lumière, comment ça allait se travailler, ce que l'on pouvait faire, mixer de la lumière continue et de la lumière flash. Alors bien sûr, ce problème de température de couleur ne se pose qu'à ceux qui font de la photo en couleur. Quand vous faites de la photo en noir et blanc, la température de couleur, la température de lumière, on s'en fout. La balance des blancs, on s'en fout. D'ailleurs, les appareils photo noir et blanc natifs numériques n'ont pas de réglage de balance des blancs. Je pense que ça va conclure cette première vidéo sur le flash. Il y en aura une deuxième. Parce qu'en fait c'est quelque chose de très long, donc de toute façon ça allait faire une vidéo très très longue, je vais la faire en 2 morceaux.
Pour l'instant, vous avez très certainement un flash intégré dans votre appareil photo. Et ben, allez fouiller dans les menus pour savoir comment l'activer, comment le désactiver, comment interdire son fonctionnement. Amusez-vous à voir le type de photo que vous pouvez faire avec. Et puis dans la deuxième vidéo, on verra comment l'utiliser un peu plus finement, comment utiliser un flash à part et les différents modes que l'on peut utiliser. Donc soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, sortez et faites des photos. Au revoir.